Sud Radio, l'invité politique, Jean-Jacques Bourdin. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous. 8h30, 9h, l'interview politique, vous le savez, les Français veulent savoir. Ce matin, parlons vrai avec Marie Toussaint. Marie Toussaint, vous êtes députée écologiste, députée européenne, et vous êtes tête de liste écologiste aux prochaines européennes. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Commençons avec le projet de loi immigration en discussion à l'Assemblée nationale. Pourquoi je commence avec ce projet de loi ? Parce que c'est aujourd'hui que chacun va se prononcer sur la motion de rejet écologiste déposée. Toute la gauche votera cette motion de rejet. Si LR et RN votent le texte du gouvernement, s'ils votent le texte du gouvernement sera rejeté. Mêler vos voix au RN ne vous gêne pas, Marie Toussaint ? Écoutez, là, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est que les écologistes présentent une proposition qui est une demande de rejet d'un texte dont nous ne voulons pas, et il est possible que d'autres se joignent à cette proposition. Mais vous comprenez, ce qui se passe, c'est que la réalité, c'est que personne ne veut de ce texte. Et moi, c'est ce que je comprends, c'est que pour des raisons symétriquement opposées, diamétralement opposées, eh bien, la plus grande partie de l'échiquier politique refuse aujourd'hui ce texte. À quoi sert l'Assemblée nationale ? Vous ne voulez pas ce texte. Pourquoi ne pas en débattre et pourquoi ne pas essayer de le modifier ? Pourquoi ne pas débattre sur un texte aussi important ? Écoutez, le problème de ce texte, c'est la logique qu'il sous-tend. On est dans une situation dans laquelle M. Darmanin, M. Macron brandissent un texte qui a pour effet, d'une part, de durcir la vision que nous avons des clandestins et d'autre part, de n'avoir aucune efficacité sur le terrain. Je vais vous expliquer quelque chose. Voilà déjà 30 ans que gouvernement après gouvernement, loi après loi, on nous explique qu'on va durcir les conditions de l'immigration légale de sorte à réduire le nombre de clandestins. On voit bien toutes les limites parce que ça ne pousse pas les gens à ne pas venir. Quelqu'un qui fuit un pays en guerre, quelqu'un qui fuit une famine, quelqu'un qui fuit des difficultés économiques profondes, qui quitte son pays, qui est arraché à sa terre, eh bien, il va continuer à arriver sur notre territoire. Et ne parlons même pas du dérèglement climatique et des centaines de millions de migrants qui se baladeront. Et donc, si nous durcissons les conditions de l'immigration légale, ce que nous faisons, c'est que nous favorisons une immigration qui est illégale. Et donc, un texte qui prétend lutter contre la clandestinité, eh bien, en fait, vient nourrir la clandestinité. Et donc, ça a un double impact. Un, ça précarise de manière dramatique les personnes qui arrivent sur notre territoire, des hommes, des femmes, parfois même des enfants, qui arrivent et qui vivent dans des conditions absolument inextricables. Et puis, de l'autre côté, eh bien, ça fait peur à la population, parce qu'on lui raconte qu'on veut lutter contre cette immigration illégale, et que dans la réalité, on n'y arrive pas. Mais Marie Toussaint, vous ne défendrez pas ce point de vue, puisque avec une motion de rejet, il n'y aura pas de débat si la motion de rejet est acceptée. Vous dites non à l'expulsion des étrangers délinquants, non à la régularisation des travailleurs sans papier ? Écoutez, moi je vais vous rajouter un point pour comprendre à quel point ce texte est étrange et qu'il est étrange qu'il en arrive là. On est en train de discuter en ce moment au niveau européen, parce que je suis députée européenne, tout à fait, d'un pacte européen sur la migration et l'asile. Voilà, avec plusieurs textes à l'intérieur. Les négociations sont actuellement bloquées. Elle pourrait se débloquer très vite. Et donc, d'ici quelques semaines, le texte qui est aujourd'hui en discussion à l'Assemblée nationale pourrait être caduc. On voit bien, donc, que le seul objectif du gouvernement, c'était de prétendre lutter contre l'extrême droite, en se montrant plus dur encore que Marine Le Pen. On se souvient des propos de Gérald Darmanin qui disait à Marine Le Pen « mais vous êtes beaucoup trop molle ». Donc, le gouvernement essaye de chasser sur les terres du Rassemblement national. Moi, ce que je vous dis, c'est qu'à ce petit jeu-là, eh bien, c'est l'original qui gagne et pas la copie. Donc, le gouvernement chasse sur les terres du Rassemblement national. Vous votez contre ce texte comme le Rassemblement national. À propos de la régularisation des travailleurs dans les métiers, travailleurs sans papier, dans les métiers en tension, Édouard Philippe propose des quotas pour la régularisation de ces travailleurs sans papier. C'est une bonne idée ou pas ? Non mais écoutez, la République a toujours fonctionné par vague de régularisation. Et donc c'est le fonctionnement de notre République, de la République française, de la République des droits de l'homme. Et donc il faut aller vers ces vagues de régularisation. On commence par les métiers en tension, pourquoi pas, mais en tout cas c'est un devoir, une responsabilité et puis une tradition de la République française. Bien, le pacte européen sur la migration et l'asile sera adopté ? On verra. Écoutez, les négociations sont en cours. Elles traînent. Voilà, il y a eu toute une nuit de négociations en janvier encore la semaine dernière. En janvier ? C'est possible. Rééquilibrer la gestion de la migration entre tous les pays d'Europe, c'est l'objectif.
La demande d'asile ne sera pas systématiquement traitée par le pays d'arrivée. C'est bien cela. En tout cas, c'est bien ce que contient le pacte. Le pacte dit plusieurs choses, il y a plusieurs textes. Oui. Vous avez raison, mais voilà, qui porte sur l'asile. C'est l'un des aspects. Moi, ce que je veux vous dire, c'est que nous avons... Et en cas de crise migratoire, il y aura un mécanisme de solidarité entre les différents pays d'Europe, c'est bien ça. Cette solidarité, elle est nécessaire. Et vous savez, aujourd'hui, il y a plus de murs et de barbelés en Europe que nous n'en comptions quand le mur de Berlin était encore debout. Donc on est dans une situation dans laquelle les États membres se ferment. Le nationalisme explose. Nous sommes sur une vague nationalo-populiste extrêmement forte qui se base sur la xénophobie. Et dans ce contexte-là, on a des migrants qui arrivent principalement dans la Méditerranée, avec, je le rappelle, parce que c'est grave et qu'il faut que tout le monde prenne conscience de la gravité du chiffre que je vais donner. Depuis 10 ans, ce sont près de 30 000 personnes. 30 000 personnes qui ont perdu la mort en Méditerranée. L'humanité est en train de couler, c'est ce que le pape François nous a dit. L'Europe laisse couler son humanité dans la Méditerranée. Et donc l'enjeu de ce pacte sur les migrations au niveau européen, c'est effectivement de faire en sorte de pouvoir accueillir décemment, dignement, de ne plus perdre de vie humaine. Enfin, vous êtes favorable à ce pacte, évidemment. Ça dépend des propositions qui sont à l'intérieur de ce pacte. Moi, je vous dis, il y a des dispositifs de solidarité qui sont absolument nécessaires. Il y a aussi l'idée d'une Europe forteresse qui repousse les migrants à la mer. Et ces dispositions-là, eh bien non, je suis contre. La ministre je change de sujet. La ministre des Solidarités et des Familles, Aurore Bergé, annonce la mise en place de travaux d'intérêt général pour les parents défaillants. Les parents défaillants qui aussi paieront les dégâts commis par leurs enfants délinquants. Et d'ailleurs, l'argent ira à des associations. Bonne idée ou mauvaise idée ? Mauvaise idée. Et pourquoi ? Mais vous savez, Aurore Bergé, elle manie les mots, elle essaye de nous raconter non, elle manie pas les mots, elle fait des propositions. Elle nous raconte que ces propositions visent à soutenir les familles. Sauf que l'intitulé même de sa proposition sur les parents défaillants montre bien la logique qui est derrière. Il y a des parents défaillants, ça existe. Il y a des parents défaillants, peut-être. Le vrai problème, c'est la pauvreté d'un certain nombre de familles, et en particulier de familles monoparentales. Et donc, quand on constate le fait que la pauvreté explose, eh bien, ce qu'on doit faire, c'est non pas pénaliser et réprimer encore un peu plus les parents, mais c'est venir à leur aide, à leur soutien. Or, on a un gouvernement qui refuse de lutter contre la pauvreté. Moi, je crois qu'il faut faire de la pauvreté un véritable objectif politique. Et donc, on doit lutter tant contre le sans-abrisme que contre la pauvreté. Donc, c'est pour ça que je propose au niveau européen un droit de veto social. En quoi consisterait ce droit de veto social ? Il consisterait au fait de passer au tamis toutes les lois qui sont adoptés, tous les projets budgétaires qui sont adoptés, et de regarder leur impact sur les 10 et 20% les plus pauvres. Si jamais ça empire les conditions d'existence de ces 10 et 20% les plus pauvres, eh bien, on s'abstient d'adopter cette mesure. Ça permettrait de faire en sorte que quoi ? Eh bien, que toutes les lois adoptées par l'Union européenne ou par la République française contribuent à la lutte contre la pauvreté. C'est un vrai moyen de soutien de ces familles. Et vous savez, moi, je suis fille de militante ATD Quart Monde. Et donc, depuis toute petite, je vis avec des familles en situation de précarité. Et ces familles-là, elles aiment leurs enfants. Elles aiment leurs enfants, elles veulent les défendre, elles veulent les soutenir. Oui, elles veulent qu'ils ne commettent pas d'infractions quand ils sortent dans la rue, qu'ils ne détruisent rien quand ils sortent dans la rue. Que ce soit les mamans ou d'ailleurs les papas. Eh bien, tout le monde se mobilise pour ses enfants, tout le monde aime ses enfants. Quelle est la réponse des services sociaux ? Eh bien, très souvent, on place les enfants des pauvres. On place les enfants des pauvres. Ça fait 20 ans au moins que les associations de lutte contre la précarité tirent la sonnette d'alarme en disant les familles ont le droit de vivre ensemble. Et donc je le réaffirme, les familles ont le droit de vivre ensemble. Et ce qu'il faut faire, c'est non pas pénaliser, mais soutenir les familles qui aiment leurs enfants. Marie Toussaint, un mot de politique avant de passer à toute autre chose, et notamment à la COP28. La NUPES est morte. La gauche doit-elle maintenant se construire sans Jean-Luc Mélenchon et une partie de LFI? Écoutez, ça m'intéresse pas les questions de personne. Je vous le dis franchement. Alors, je sais que j'oublie Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que la gauche doit maintenant se construire autrement ? Oui, enfin, on va pas se mentir, la NUPES est effectivement en difficulté. Elle n'est pas en difficulté, elle est finie. Jean-Luc Mélenchon l'a dit, tout le monde le dit. Mais il faut regarder la situation telle qu'elle est aujourd'hui. Bon. La NUPES a été construite en l'espace de quelques jours, même pas quelques semaines, quelques jours, en sortant du rapport de force issu des élections présidentielles, avec l'effet du vote utile, etc. Bon, moi j'aspire à ce qu'au lendemain des européennes, on reconstruise une alliance
entre la gauche et les écologistes sur un rapport de force différent qui serait celui du rapport de force des européennes. C'est-à-dire Eh bien, en partant du rapport de force des européennes, parce que le scrutin européen... Pourquoi elle est déséquilibrée aujourd'hui Oui, je vous l'ai dit, elle s'est construite dans la foulée du présidentiel avec le vote utile. Mon avis, c'est que les élections européennes sont précisément le scrutin où chacun Donc, après vote les pour son élections cœur, européennes, pour ses aspirations. reconstruction de la gauche après les élections européennes. C'est une nécessité, Monsieur Bourdin. On doit faire reculer l'extrême droite. On doit empêcher le Rassemblement national d'arriver au pouvoir en 2027. Et on doit aussi et surtout proposer un projet pour notre pays et pour l'Europe qui soit un projet pour la justice sociale et qui protège le vivant, le climat, la biodiversité, qui lutte contre les pollutions chimiques. C'est notre responsabilité. Et donc j'aspire que ça se fasse autour du projet de l'écologie politique. Et très honnêtement, les questions de casting viendront après. Marie Toussaint, des militants activistes des soulèvements de la Terre ont conduit une action à Val-de-Reuil, dans l'Eure, contre le site de Lafarge. Un vigile a été séquestré, il y a eu affrontement avec des policiers, le site a été saccagé. Autre action un peu partout en France, en Ile-de-France, Gironde, en Ardèche, dans les Deux-Sèvres. Vous approuvez ? Je désapprouve la violence et le fait de séquestrer des salariés. Ça, c'est très clair. Il y a 18 salariés qui sont au chômage technique, d'ailleurs, au passage, ce matin. Et je défends absolument, et de façon très ferme, la non-violence comme stratégie, y compris pour mener les combats vitaux. Qui sont donc vous condamnez, vous n'approuvez pas cette action. Je vous dis, je condamne la séquestration. Par contre, je veux souligner... Non, mais attendez, vous approuvez l'action ou pas ? Ce que je condamne, par-dessus tout, Monsieur Bourdin... Vous ne me répondez pas. Est-ce que vous approuvez cette action ou pas ? Vous encouragez ces militants à de nouvelles actions, oui ou non ? Écoutez, je vous l'ai dit, je condamne l'usage de la violence. Voilà, donc je ne peux pas être plus clair que ça. Donc ce que je veux vous dire, par contre... Vous n'encouragez pas de nouvelles actions. J'encourage de nouvelles actions si tant est qu'elles respectent le principe de non-violence. C'est quoi la non-violence ? Ce que je veux vous dire, Monsieur Bourdin, c'est que moi, ce que je condamne aussi, c'est l'action d'un certain nombre d'entreprises comme Total, comme Shell, comme Lafarge aussi, qui, tout en connaissant l'impact de leurs actions sur la biodiversité ou sur le climat, c'est-à-dire sur des millions de vies humaines, eh bien, continuent à déployer leurs actions. Ce que je condamne, et ce qui est, à mon sens, criminel, c'est l'hypocrisie d'un certain nombre de gouvernements, dont celui de Madame Borne et de Monsieur Béchu, qui, tout en disant nous bataillons pour le climat, permettent l'ouverture de 8 ou 9 nouveaux puits de pétrole dans la forêt de la Teste de Buch, celle qui a brûlé l'été dernier. Une région que vous connaissez bien. Exactement. Marie Toussaint. Donc, pour en terminer avec cette action, vous n'encouragez pas d'autres actions de ce genre. Pas d'action violente. Exactement, j'encourage toute action de résistance, et y compris dans le domaine de la désobéissance civile. Mais pas d'action violente. Parce que le sujet qui est devant nous, c'est la survie de l'humanité sur cette planète. Mais pas d'action violente. Exactement. Pour que tout soit clair, Marie Toussaint. Bien. Vous connaissez bien la Gironde, donc je le disais, et notamment la tête de bûche, la Teste de Buch. 8 puits de pétrole, je crois. Vermillon, société canadienne, c'est bien cela, Marie Toussaint. Tant qu'on a besoin du pétrole, ce n'est pas plus mal qu'il vienne d'ici plutôt que de le faire venir du bout du monde, c'est ce que dit le gouvernement. Oui, il a tort. Oui, réalité et bon sens, non ? Non, ce n'est pas du bon sens, Monsieur Bourdin. On fait venir le pétrole, c'est-à-dire que vous vous battez, on fait venir le pétrole de l'autre bout du monde... Mais ce n'est pas le sujet. Oui, mais non, ce n'est malheureusement dans l'immédiat, malheureusement, c'est le sujet. Je veux expliquer ce qui se passe. Oui. Aujourd'hui, on a un certain nombre de puits de gaz et de pétrole déjà en activité, dont on tire du gaz et du pétrole qui vient alimenter nos voitures, nos chauffages, nos trains, etc., etc. Bon, ce que nous disent les scientifiques, c'est quoi ? Et ce que nous dit l'Agence internationale de l'énergie, qui n'est par ailleurs pas des militants écolos, mais des entrepreneurs, etc., c'est qu'il ne faut plus investir un seul euro dans les énergies fossiles. Et donc, il faut se contenter de ce qui est déjà en activité. Et donc, que ce soit ici ou à l'extérieur de nos frontières, eh bien, il ne faut plus investir un seul euro dans de nouveaux puits de pétrole, de gaz ou de charbon. Point barre. Point barre. Et donc ça vaut pour nos frontières, évidemment pour la forêt de la Teste de Buch, celle qui a brûlé l'été dernier. On est en train d'ouvrir des puits de pétrole dans une forêt qui a brûlé et dont les sous-sols brûlent encore, avec parfois des températures de surface à près de 400 degrés. Vous voyez l'aberration incroyable que représente cette situation. Mais on ne doit pas non plus investir à l'extérieur de nos frontières. Et moi je regrette que des projets, par exemple comme celui que déploie Total en Ouganda, avec le projet ICOP, eh bien ce sont des projets qui sont dépassés et qu'il nous faut absolument empêcher. Alors la COP28, justement, est-ce le début de la fin des énergies fossiles ? Je l'espère. Je l'espère.
Ce que j'observe, c'est que c'est une COP qui est rongée par l'industrie des énergies fossiles. Alors, c'est pas le fait d'organiser une COP dans un pays pétrolier qui pose problème. Non. Ça, c'est bien. Au contraire, c'est important qu'on puisse débattre. C'est mieux. Par contre, cette COP est présidée par le PDG d'une entreprise pétrogazière. Ça, c'est quand même incroyable. Oui, mais il a une position sur les énergies fossiles qui est quand même reconnue par de nombreux écologistes. Il est contraint par la pression internationale à être obligé d'aborder la question des énergies fossiles. Pour autant, il s'est servi des négociations diplomatiques internationales pour aller négocier un certain nombre de nouveaux contrats pétrogaziers avec les États qu'il rencontrait au cours de sa préparation de la COP. Donc vous me pardonnerez, mais je ne vais pas lui laisser carte blanche sur ce sujet-là. Attendons la déclaration finale. Par contre, attendons la déclaration finale. Moi, ce que j'observe, c'est que c'est une COP donc, qui a été laissée entre les mains des énergies fossiles. Si on enlevait les industries fossiles, les lobbies des énergies fossiles de cette COP et qu'on gardait des institutions libres de tout lobbying des énergies fossiles, on serait certainement déjà arrivé à un accord sur l'élimination des combustibles fossiles et le fait de cesser dès aujourd'hui tout nouvel investissement dans des puits de pétrole, de gaz et de charbon. Donc on verra ce que ça donne. Attendons. Encourageons le nucléaire. De nombreux pays ont signé un texte pour encourager le nucléaire. Vous l'auriez signé ? Non, je ne l'aurais pas signé parce que ce qu'il nous faut... C'est une solution, le nucléaire. Les renouvelables, évidemment. Mais le nucléaire, il y a une évolution, même chez les écologistes, autour du nucléaire. Ce qu'il nous faut, c'est cesser d'investir dans les énergies fossiles. La deuxième des choses, c'est la sobriété. Et vous savez, on parle de pétrole. Moi, mon dossier au Parlement européen, celui que j'ai pris dès que je suis arrivée, ça a été le gaz. On ne s'attendait pas à ce que la guerre en Ukraine fasse du gaz un sujet majeur. Bien sûr. Au moment où Poutine attaque l'Ukraine, et d'ailleurs, il faut continuer à soutenir les Ukrainiens, mais au moment où Poutine attaque l'Ukraine, eh bien, les États de l'Union européenne se disent « Ah bah mince, il va falloir qu'on diminue notre consommation de gaz. » Oui, mais expliquez, attendez, parce qu'il faut que je puisse expliquer, Monsieur Bourdin, sinon on va pas s'en sortir. Finissez, parce que les États membres disent « On va réduire notre consommation de gaz », que tout le monde pensait impossible. Eh bien, non seulement on a réduit, mais en plus, on a dépassé les objectifs de réduction que nous nous étions donnés. Donc ça, c'est possible. Donc la sobriété, c'est le premier moyen de... Parce que la meilleure énergie, et je pense que c'est du bon sens, tout le monde le comprend, eh bien la meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas. Est-ce que vous avez ensuite, défendu... c'est les énergies renouvelables. Voilà, les énergies renouvelables. Mais est-ce que vous avez défendu le nucléaire français en Europe, au niveau européen ? Alors, le nucléaire n'est pas une compétence de l'Union européenne. Chaque État membre est maître de son mix énergétique. Pour vous, c'est une industrie verte. C'est une industrie verte, le nucléaire. Mais, c'est une énergie verte. Monsieur Bourdin. Je vous pose la question, Marie Toussaint. On a des polluants qu'on considère aujourd'hui comme étant éternels. On se rend compte que des pesticides qu'on déploie sur le sol... Là, vous parlez du gaz, des pesticides, je vous parle du nucléaire. Oui, mais je veux vous expliquer. Alors expliquez-moi sur le nucléaire, quelle est votre position ? Les pesticides, ils restent dans le sol pendant très 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 longtemps. C'est le cas par exemple du chlordécone. On est d'accord. On a les PFAS qui restent dans le sol très très longtemps. On a les microplastiques, les nanoparticules qui restent partout. C'est vrai. Moi, je ne peux pas vous dire que je me bats contre ces polluants éternels et que je ne me bats pas contre les déchets issus du nucléaire qui restent toxiques pendant des dizaines de milliers d'années. C'est ça la réalité aujourd'hui. Donc le nucléaire n'est pas une solution. Mais dans le cadre de la démocratie, c'est au peuple de choisir et pourquoi pas au peuple européen. Parce que je vous dis ça parce que les Verts sont divisés. Vous savez bien que les Verts sont divisés en Europe autour du nucléaire. Les Verts ne sont pas divisés. Ce que nous rappelons, la sobriété, les renouvelables et le reste, c'est de l'ordre du débat démocratique. Bon, Europe-Ukraine. Est-ce qu'il faut voter cette aide militaire à l'Ukraine ? Bien sûr. Est-ce qu'il faut accélérer les conditions d'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne ? Aussi, malgré la corruption, il faut... Alors, acter l'accélération des négociations, ça ne veut pas dire baisser notre niveau d'exigence relativement aux critères de Copenhague, qui sont les critères sur la démocratie, la transparence, la lutte contre la corruption. C'est absolument indispensable. Et puis, une deuxième chose que l'Union européenne doit faire, et c'est d'ailleurs en cours parce que nous avons beaucoup poussé pour ce faire, c'est changer de fonctionnement. On est aujourd'hui dans une situation où on fonctionne à l'unanimité, ce qui permet à quelqu'un comme Viktor Orban, par exemple, de faire chanter le reste de l'Europe précisément sur cette question du soutien à l'Ukraine. Eh bien, il faut qu'on sorte de cette unanimité pour passer à la majorité qualifiée. C'est important aussi pour l'écologie et c'est important pour des politiques de solidarité et de politique sociale au niveau de l'Union européenne. Oui, Conseil européen très important autour de l'Ukraine à la fin de la semaine. Bien, Marie Toussaint, pourquoi y a-t-il si peu, je trouve, moi, de soutien public à Narges Mohammadi ?
Il faut réaffirmer notre soutien à Narges Mohammadi. Oui, mais peu de manifestations, en Europe, à Paris, à Berlin, à Londres, à New York. Voilà une femme qui se bat pour la cause des femmes. Tout à fait. Qui est en prison. Elle se bat pour la cause des femmes. Qui a reçu hier, ce sont ses enfants, à Oslo, le prix Nobel de la paix. Elle se bat et elle doit absolument être soutenue. Elle devrait être, sa photo devrait être à la une de l'hôtel de ville, sur la façade de l'hôtel de ville de Paris, par exemple. Proposez-le. Non, mais vous comprenez ce que je veux dire. Non, mais vous J'ai avez l'impression raison. qu'on l'oublie. Alors, moi, je ne l'oublie pas, les écologistes ne l'oublient pas. C'est pour ça que j'étais un petit peu surprise par votre question. Mais elle doit absolument être soutenue, c'est une certitude. Et je veux vous dire, la question du combat des femmes dans le monde, elle est toujours aussi cruciale. En Iran, en Afghanistan, nous devions attribuer à la famille de Mahsa Amini cette semaine le prix Sakharov de la liberté d'expression au Parlement européen. Le régime iranien a refusé de laisser sortir sa famille pour nous rendre visite au Parlement européen à Strasbourg, recevoir ce prix. Femme, vie, liberté, plus que jamais, nous ne devons jamais les oublier. Alors j'ai une autre question. À Genève, l'Iran a présidé le Forum social des droits de l'homme de l'ONU. C'était début novembre. Il y a une nouvelle réunion à Genève aujourd'hui sur le droit des réfugiés. Qui va venir? Le président iranien. Vous n'avez pas honte de l'ONU? Non, je n'ai pas honte de l'ONU. L'ONU est absolument indispensable. Que l'Iran préside les droits de l'homme à l'ONU, vous n'avez pas honte? Mais écoutez, on a bien un PDG d'une industrie pétrolière qui pilote les négociations de la COP. Voilà. Évidemment. Oui, et vous le contestez. Oui, tout à fait. Évidemment, la façon dont sont menées les négociations internationales doit être réformée. Et donc, évidemment, on doit exclure les énergies fossiles, les industries, les lobbies des énergies fossiles des négociations sur le climat. Et donc, on doit avoir des clauses de respect des droits humains pour l'ensemble des négociations internationales. Mais ça ne vous choque pas que l'Iran préside les droits de l'homme à l'ONU? Bien sûr, ça me choque. Je viens de vous dire, l'ONU est indispensable et à la fois il faut réformer les procédures de négociation internationale. Maintenant, moi j'ai une autre inquiétude, Monsieur Bourdin, qui est que à travers le monde et aussi en Europe, on voit émerger ces nationalismes dont nous parlions tout à l'heure, qui arrivent de plus en plus au pouvoir, qui font reculer les droits humains partout à travers la planète, qui s'en prennent frontalement d'ailleurs à l'écologie, puisque maintenant c'est sur le climato-dénialisme que se construisent les batailles politiques de l'extrême droite. Et donc, il faut qu'on se batte pied à pied contre ces forces qui arrivent au pouvoir partout. Je termine avec le Proche-Orient. À Gaza, guerre juste, comme le dit Benjamin Netanyahou, génocide? Écoutez, il ne faut pas rentrer dans une bataille des mots. On est sur un sujet extrêmement sensible. Des mots, certains emploient le mot génocide. À gauche. Vous savez bien, Marie Toussaint. Quand j'avais 6 ans, l'Union européenne a été au chevet d'un processus de paix. La paix semblait impossible, mais 2 hommes ont signé les accords d'Oslo. Alors ça n'a pas tout réglé, puisque nous sommes aujourd'hui encore dans une situation de conflit entre 2 peuples, mais c'est bien la paix que nous devons pourchasser, et l'Union européenne doit faire entendre sa voix. Elle ne l'a pas encore fait entendre aujourd'hui, doit faire entendre sa voix pour la justice et la paix, parce que sans justice il n'y a pas de paix, sans paix il n'y a pas de sécurité. Donc ni génocide, ni guerre juste. Il faut se battre pour la sécurité pour Israël et pour la justice pour la Palestine. Moi j'appelle et je réappelle à un cessez-le-feu, et c'est ça qu'il nous faut défendre aujourd'hui, un cessez-le-feu vers une solution à 2 États. Bien, appeler au génocide des Juifs n'est pas en soi une violation des règles, c'est ce qu'on entend sur les campus des universités américaines. C'est insupportable. C'est un antisémitisme installé? C'est insupportable, et on voit bien que l'antisémitisme a gagné du terrain. Et il nous faut nous battre chaque jour contre l'antisémitisme qui est un véritable fléau. Merci Marie Toussaint d'être venue nous voir ce matin. Il est 8h58. Vous êtes sur Sud Radio. À tout de suite. 0826 300 300. Après les infos, vous réagissez. Vous avez l'habitude et on vous retrouve dans 3-4 minutes. Sud Radio.